Alors, une question pour commencer. Un dieu qui se retrouve dans un musée, est-ce que c'est toujours un dieu? C'est une des questions au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans ce débat vraiment passionné sur la restitution du patrimoine culturel. C'est une histoire où l'art, le pouvoir et l'identité se mélangent et s'affrontent. Bon, pour bien saisir l'enjeu de tout ça, on ne va pas commencer avec des textes de loi ou des traités. Non, on va commencer par une histoire. L'histoire d'une perte. Une perte immense, presque spirituelle. Voilà, c'est exactement là que le débat arrête d'être une simple question intellectuelle. Quand on vole un objet comme celui-là, un objet sacré, ce n'est pas juste une œuvre d'art qui manque. Non, c'est bien plus que ça. C'est carrément l'âme d'une communauté qu'on arrache. C'est une croyance qu'on profane. Et cette crise, elle est double en fait. Il y a deux facettes. D'un côté, on a le passé, les blessures qui sont encore bien ouvertes de l'époque coloniale, et de l'autre, eh bien, il y a le présent, le pillage qui continue, mais cette fois dans les coulisses du grand banditisme international. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment tous ces trésors du monde entier ont-ils atterri dans les vitrines des musées européens? Pour vraiment comprendre le débat d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Allons voir comment ces collections, parfois immenses, se sont construites. Ce qui est fascinant avec cette chronologie, c'est qu'on voit bien que l'expansion coloniale en Afrique, ce n'était pas juste une affaire de territoire, c'était aussi une affaire culturelle. Regardez bien les dates. Plus le contrôle européen s'étendait, plus les collections ethnographiques dans les musées en Europe explosaient. C'est une corrélation directe. Et l'histoire du chef Lusinga, c'est un exemple parfait et assez brutal de cette dynamique. Là, on ne parle pas d'un achat ou d'une négociation, pas du tout. Ces objets sacrés ont été pris, saisis comme un butin de guerre, de simples trophées rapportés d'une conquête militaire. Mais attention, il n'y avait pas toujours besoin de violence brute. Comme le dit ce témoignage, le simple rapport de force suffisait. Imaginez la scène. Dans ce contexte de domination coloniale, est-ce qu'une transaction peut vraiment être juste, équitable? C'est tout ce déséquilibre de pouvoir qui jette une ombre, aujourd'hui encore, sur beaucoup d'acquisitions qui sont présentées comme légitimes. Ok, donc pendant que ce débat sur l'héritage colonial continue de faire rage, le pillage, lui, il n'a pas attendu. Il a juste changé de visage. Aujourd'hui, ce ne sont plus des expéditions militaires, non. Ce sont des réseaux criminels hyper sophistiqués qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et ils alimentent un marché noir mondial qui pèse des milliards. Et là, faut être très clair. On ne parle pas de petits antiquaires un peu excentriques qui font des affaires sous le manteau. Non, non, non. Le trafic d'œuvres d'art, c'est du grand banditisme. On parle de réseaux, de méthodes, qui sont souvent les mêmes que celles du trafic de drogue ou du blanchissement d'argent. Les mondes sont complètement connectés. Et au cœur de ce système, on trouve ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. C'est-à-dire, eh bien, ce sont des gens respectables, des experts, des galéristes, peut-être même des maisons de vente aux enchères, qui utilisent leur façade de légitimité pour, en réalité, blanchir l'histoire, pour donner une nouvelle identité toute propre à des objets volés. Alors comment ça marche concrètement? Ce parcours, c'est une véritable filière de blanchissement qui est parfaitement huilée. Tout commence sur le terrain avec un pilleur et ça se termine dans une galerie ultra chic à Paris ou à New York. Et à chaque étape, l'objet gagne une fausse histoire et sa valeur, elle, explose. Bon, face à cette catastrophe, à cette véritable hémorragie culturelle, il fallait bien réagir. La communauté internationale a donc essayé de mettre en place des outils, des armes juridiques pour tenter de protéger ce patrimoine commun. Et dans cette lutte juridique, on a en gros deux grandes armes. D'abord, le droit public. Imaginez-le comme un contrôle aux frontières, mais pour l'art. Le but, c'est d'empêcher les objets de circuler illégalement entre les pays. Et puis, il y a le droit privé. Ça, c'est différent. C'est l'outil qui permet à un pays ou à une communauté de dire « Hey, cet objet est à moi » et de le réclamer, peu importe où il se trouve. Seulement voilà, les lois sur le papier, ça ne suffit pas toujours. C'est là qu'interviennent des organisations comme l'ICOM. Elles sont sur le terrain. Concrètement, elles font poids. Elles créent des règles de bonne conduite pour les musées, elles publient des listes rouges, un peu comme des avis de recherche pour les œuvres d'art, pour alerter la police et les douanes. Elles forment aussi les gens sur le terrain. En fait, ce sont un peu les sentinelles, les gardiens de notre patrimoine mondial. Mais malgré tous ces efforts, toutes ces lois, toutes ces organisations, il y a une question qui reste. Une blessure qui a du mal à cicatriser. C'est la grande question éthique qui entoure les objets qui ont été acquis à l'époque coloniale. Et là, on entre dans le vif du sujet. Alors, d'un côté, on a l'argument des grands musées. Qu'est-ce qu'ils nous disent en substance? Ils se voient comme des musées universels. L'idée, c'est qu'ils sont les gardiens d'un patrimoine qui appartient à tout le monde et qu'ils offrent un accès global à ces œuvres dans un nouveau contexte. Et de l'autre côté, on a cette réponse. Une réponse qui est chargée d'émotions et on comprend pourquoi. La question posée est simple. Est-ce que le fait de bien conserver un objet ou de le montrer au plus grand nombre peut vraiment effacer l'injustice du départ, l'acte de dépossession? Pour les peuples d'où viennent ces objets, la réponse est non. Parce que ce ne sont pas juste des objets. Comme on l'a vu au tout début, c'est leur âme. Quand on met tout ça côte à côte, on voit bien que c'est un véritable choc de deux mondes, de deux visions.
D'un côté, il y a l'idée d'un patrimoine universel et la question de la propriété, au sens légal du terme. Et de l'autre, il y a la notion de justice morale, le droit de chaque peuple à son propre héritage. Et, soyons honnêtes, il n'y a pas de solution facile. C'est extrêmement complexe. Et donc, pour conclure, l'histoire est loin d'être finie. On a fait des progrès, c'est vrai, pour lutter contre le trafic d'aujourd'hui, mais les fantômes du passé colonial, eux, sont toujours là, bien présents dans les salles des musées. Le débat n'est absolument pas terminé, c'est une immense conversation mondiale qui est parfois douloureuse, oui, mais qui est absolument nécessaire. Et elle ne fait que commencer. On se quitte avec cette question, qui est au fond vertigineuse. Si la culture appartient vraiment à tout le monde, alors qui décide qui la garde ? C'est une question qui nous oblige à nous interroger, tous ensemble, sur le rôle d'un musée au XXIe siècle, sur ce que les nations doivent à leur propre histoire et à celle des autres. Et, peut-être la question la plus difficile, qui, au final, a le droit de parler au nom du patrimoine de l'humanité tout entière ?